Bonjour à tous. Alors depuis moi, donc Alain Carcenti, je suis moi aussi économiste de l'environnement. Je travaille au CIRAD à Montpellier. Donc moi, je travaille plutôt sur les aspects pays en développement, d'une part, mandat du CIRAD, et plutôt sur ce qu'on peut appeler, comment dire, le carbone du vivant. Bon, la biodiversité aussi, et notamment, bon, les questions de forêt, d'agriculture. Alors, je voudrais vous parler donc on m'a demandé notamment d'axer ça sur les questions de compensation carbone, et je me suis permis d'ajouter des questions de la fiscalité bonus-malus parce que c'est quelque chose qu'on travaille. Donc il y aura un côté un peu théorique au début, il y aura un côté un peu plus pratique effectivement de type expertise pour vous montrer ce qu'on peut essayer de faire de manière concrète pour essayer de mettre en place de nouveaux instruments de politique publique qui sont en tout cas qui se rattachent à la fois au principe pollueur-payeur et à la fois à la question de changement de comportement, mais j'ai compris que effectivement l'objectif initial c'était quand même de faire les deux donc dans ce principe. Alors, merci beaucoup. Euh, donc le principe pollueur-payeur, donc c'est une logique de réparation des dommages exprimée soit en termes monétaires. Alors si c'est en termes monétaires, pour moi ça se rapproche à quelque chose qui est de la durabilité faible. C'est-à-dire, gravité faible, ça veut dire qu'au fond, il y a des substituabilités. On peut substituer effectivement différents types d'actifs, des actifs naturels, d'autres types d'actifs. Bon, en gros, on perd une forêt naturelle, on peut planter des arbres, et à ce moment-là, on considère qu'on a une substituabilité. Soit un principe de durabilité forte, c'est-à-dire des questions de non monétaires, donc par exemple des compensations. Notre collègue Jennifer vient d'évoquer la compensation biodiversité, j'aurais pu en parler aussi. Là, on est obligé, dans ce cas-là, normalement, lorsqu'on détruit un écosystème naturel, de restaurer ou de conserver, en cas de menace, disons, des choses qui sont équivalentes. Donc, on a des équivalences écologiques. Et là, on est donc dans des logiques de durabilité forte qui ne passent pas par l'argent, précisément, alors que bon, les premiers passent par l'argent. Alors, la compensation carbone, elle est censée, au départ, s'inscrire dans un principe de durabilité forte. Alors, quand je parle de compensation carbone, je vais parler effectivement je ne vais pas parler d'une séquence ERC, je vais parler véritablement du fait qu'il y a émission et que pour des raisons soit réglementaires, soit pour des raisons effectivement de politique RSE, des firmes, des agents économiques décident de compenser leurs émissions, par exemple en plantant une forêt ou en mettant en place des éoliennes. Là, la durabilité forte, c'est l'idée que j'ai plus un d'émissions, moins un. Je vais effectivement mettre en place, par exemple, je vais planter une forêt ou je vais mettre en place un système technologique pour retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc, on suppose effectivement que plus un moins un égale zéro, ce qui en arithmétique bon, correspond à peu près à ce qu'on connaît, mais vous allez voir que ça ne correspond pas du tout à la science climatique et donc que de ce point de vue, on va avoir un problème. Alors, il y a trois options possibles pour cette affaire de compensation par ce qu'on appelle disons, dans cette optique de compensation forte, de durabilité forte, pardon. Vous avez l'évitement d'émissions, c'est-à-dire vous pouvez dire je compense en évitant des émissions qui se seraient produites. Alors pour ça, vous pouvez dire, vous faites toujours un scénario, quel que soit. Hein. Soit votre scénario, c'est une réduction par rapport aux émissions du passé, mais dans ce cas-là, vous supposez que le passé est un prédicteur du futur, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez continuer voilà, donc vous allez continuer à émettre au même niveau, ce qui effectivement intellectuellement n'est pas tout à fait correct, bien évidemment, parce que le passé ne ressemble pas à l'avenir, ou l'avenir ne ressemble pas toujours au passé, bien sûr. Et soit vous faites un véritable scénario, c'est-à-dire que vous dites si je ne fais rien, enfin si je fais du business as usual, il y aura effectivement tel niveau d'émission et je vais faire quelque chose, donc je vais agir positivement, et donc je vais éviter des émissions qui autrement disons, par exemple, auraient augmenté. Et voilà. Alors c'est ce qu'on appelle la fabrication d'un contrefactuel, le contrefactuel étant quelque part toujours un scénario, même si ce scénario ne fait que reproduire le passé. Et le problème, ce qu'on appelle donc un scénario de référence, une référence, et le problème, c'est qu'il est invérifiable, puisque un contrefactuel, c'est quelque chose qui est un scénario sans projet, et comme vous allez faire le projet, personne ne pourra jamais observer ce qui se serait passé sans le projet. Donc, on est obligé de faire des déductions, des hypothèses, etc., etc. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est ce qu'on va appeler en anglais les removals, c'est-à-dire les absorptions de CO2. Alors, les absorptions de CO2, il y a deux manières de le faire.
La plus répandue, la plus connue, c'est par exemple avec notamment des plantations d'arbres, voire disons, en ayant des actions qui vont favoriser, par exemple, la régénération naturelle des forêts ou de la végétation, par la mise en défense, par exemple. Là, on va se heurter à un problème absolument fondamental qui est celui de la non-permanence. J'en parlerai tout à l'heure, mais ce problème de non-permanence va fusiller dès le départ, si vous voulez, la logique de la compensation et dans cette question pollueur-payeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus retrouver le principe plus 1 moins 1 égale 0. C'est absolument impossible à partir du moment où, dès lors que vous stockez du CO2 dans des arbres ou dans de la végétation, ça ne va pas durer éternellement. Et vous verrez pourquoi. Je parle bien d'éternellement, c'est pas simplement une formule de style. L'autre possibilité, c'est une possibilité technologique sur laquelle, par exemple, aujourd'hui, vous avez peut-être vu ça dans la presse, les Américains investissent beaucoup avec des systèmes. Donc, alors il y a deux grands systèmes. Alors, il y en a plusieurs, mais il y a deux grands systèmes. Il y a ce qu'on appelle le carbon capture and storage, qui effectivement consiste pour l'essentiel, parce qu'il y a encore des variantes, à capturer du CO2 dans les cheminées d'usines par des procédés chimiques et ensuite le capturer, l'isoler et le stocker dans des couches géologiques profondes, en espérant que ça va effectivement rester extrêmement longtemps, sinon de manière quasi perpétuelle. Le système qui est encore comment dire, plus ambitieux, c'est ce qu'on appelle le direct air capture, c'est-à-dire de capturer directement. Vous voyez, vous avez une des machines qu'on voit ici, donc vous voyez le type de système en bas, capturer immédiatement dans l'air du CO2 alors ce qui est effectivement horriblement consommateur d'énergie, ce qui pose des problèmes énormes. Enfin, de toute façon, on en est vraiment pour l'instant dans pratiquement du fantasme, même si les Américains mettent beaucoup d'argent là-dessus, plusieurs milliards de dollars effectivement dans cette affaire, avec les difficultés que ça consomme énormément d'énergie. Donc, il faudrait une électricité décarbonée. Enfin, ça boufferait pratiquement des quantités telles qu'on n'aura pas assez d'électricité décarbonée pour ça, de toute façon, probablement. L'un des problèmes, c'est la dilution, c'est qu'il y a très, très peu de CO2, c'est un pourcentage très faible dans l'air, et que donc, effectivement, il faut énormément d'énergie pour capter le peu de CO2 qui est très dilué dans l'air. Voilà. Alors, le problème, là aussi, c'est que c'est présenté comme une solution permanente. Sauf qu'il y a un problème également, c'est ce qu'on peut appeler l'effet de traîne, disons, des émissions excédentaires qui déséquilibrent le système climatique et qui fait, mais j'en parlerai dans la slide, je vais en parler dans la slide d'après, qui fait que même si vous envoyez du CO2 et que vous le retirez de l'atmosphère à la quantité équivalente et que vous le stockez de manière permanente, bah, vous avez effectivement un déséquilibre du système climatique qui va perdurer pendant des millénaires. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est pas du tout pris en compte. Alors, sur le carbone du vivant en particulier, même si, parce que bon, c'est quand même lui qui aujourd'hui est quelque chose qui fait la compensation, c'est effectivement plutôt avec les forêts et l'agriculture. Alors, on a des difficultés de mesure très importantes. Disons que, effectivement, mesurer le carbone dans les arbres, bon, ça demande des vérifications de terrain, etc. Beaucoup de choses se font avec ce qu'on appelle le carbone bleu, qui est très à la mode avec les mangroves. Manque de peau, c'est le système effectivement qui est le plus variable parce que le carbone rentre et sort en permanence. Donc, il y a beaucoup de crédits carbone qui se font avec projet de compensation sur les mangroves. Or, c'est le système le plus variable du point de vue effectivement du stockage. Donc, ça pose des problèmes tout à fait importants. Vous voyez qu'à droite, là, vous avez ce titre d'un papier récent, notamment de Gattuso et Williamson, qui explique que c'est effectivement très, très curieux de faire des projets carbone avec ce type d'écosystème. La variabilité est extrêmement forte. Et vous avez des problèmes qui sont classiques, qui ne sont pas seulement des problèmes qui concernent le carbone du vivant, mais qui concernent également l'énergie. Hein. C'est ce qu'on appelle le problème de l'additionnalité, avec derrière le risque d'effet d'aubaine, c'est-à-dire de savoir si on est capable, disons, si on fait un projet, est-ce que ce projet n'aurait pas été de toute façon, même sans l'incitation des crédits carbone, l'argent des crédits carbone, ce projet n'aurait pas été entrepris. Et ça existe partout, ça existe pour l'énergie, pour les éoliennes, pour les photovoltaïques, etc., etc. Et ça existe pour la déforestation, notamment pour les fameux projets de déforestation évitée qui sont le gros aujourd'hui de la compensation carbone et qui sont, qui surestiment en général les menaces et des forêts que ces projets sont censés protéger. Alors, revenir sur la non-permanence, à mon avis, c'est quand même le point clé qui devrait, qui en tout cas jette une lumière sur la question du principe pollueur-payeur, parce qu'on est bien dans la réparation. Or, s'il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de réparation. Alors, il faut comprendre que le CO2 étant une molécule stable dans l'atmosphère,
qui ne se dissout pas dans l'atmosphère, contrairement au méthane qui met une douzaine d'années à peu près pour effectivement disparaître. Le CO2, ça va rester dans l'atmosphère tant que ça n'a pas été repris par un puits de carbone. Puits de carbone, les océans, la végétation et notamment les forêts. Et le GIEC, dans son dernier rapport de 2021, parle de temps de résidence multiples pour le CO2. Et il dit que ça va de quelques mois à plus de 1000 ans. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, dans la mesure où une partie du CO2 émis va être prise rapidement par un puits de carbone, mais une partie du CO2 ne sera pas repris et va, disons, rester à l'atmosphère très longtemps. Et la mauvaise nouvelle, c'est que plus on stocke du CO2 dans l'atmosphère, ce qui est le cas, plus le temps de résidence moyen, enfin, la probabilité pour être pris rapidement, enfin, il va y avoir du CO2 qui va rester encore plus longtemps parce qu'il y en a beaucoup et que donc il y a une partie qui va rester à l'atmosphère qui va contribuer au changement. Donc, voilà. Et puis, il y a un effet de traîne. Alors, j'ai traduit en français, c'était pour des raisons pédagogiques, disons, parce qu'il y a deux choses qui sont différentes et qu'on a compris, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. C'est que d'une part, il y a combien de temps le CO2 reste dans l'atmosphère et contribue au réchauffement climatique, donc une partie très longtemps, et d'autre part, une fois qu'on a déséquilibré le système climatique, c'est-à-dire qu'on a du CO2 en excédent, parce que le système climatique est un système où, en permanence, tous les jours, il y a énormément de CO2 qui est, par les phénomènes naturels, notamment, qui est émis, mais qui est repris par les océans, qui est repris par les océans, par les forêts, etc. Le problème, c'est les émissions supplémentaires qu'on met. Et ces émissions supplémentaires, ce que nous disent les chercheurs, alors là, ça dépasse mes compétences d'économiste, mais effectivement, il faut bien regarder ce qui est publié, c'est qu'ils disent qu'il y a un problème de résilience, c'est-à-dire que le temps nécessaire pour que le système revienne à son équilibre initial, donc ça veut dire en termes de température, etc., est absolument gigantesque, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre de plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années, etc. Donc vous voyez un papier de 2009 qui est effectivement un papier parmi d'autres qui dit cela. Donc on voit que globalement, on n'aura pas de ce qu'on peut appeler d'intégrité environnementale, c'est-à-dire de capacité véritablement de réparer les émissions de CO2 excédentaires, même si on prend du direct capture, qui est le système théoriquement le plus effectivement le plus fort. Alors par ailleurs, il y a des problèmes, ce qu'on appelle de leakage ou de fuite, hein, qui sont liés au fait que très souvent, notamment dans le carbone du vivant, dans les forêts, vous allez par exemple protéger une forêt, ou faire une plantation, vous allez déplacer des pressions de déforestation ailleurs. Bon, ça c'est un problème un peu spécifique aux forêts. Ça peut se faire aussi par les phénomènes d'effet de rareté, de prix, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur ce point. Alors, maintenant, on peut regarder ça sous l'angle, on a regardé ça sous l'angle de la durabilité forte. Est-ce que véritablement, lorsqu'on compense, est-ce que véritablement on annule d'une certaine manière, on répare du point de vue écologique, du point de vue intégrité environnementale? Donc la réponse clairement est non. Maintenant, est-ce que si on regarde ça sous un angle de durabilité faible, c'est-à-dire à travers de l'argent, qu'est-ce que effectivement, alors c'est un peu compliqué d'ailleurs, je réfléchis après notre discussion là-dessus parce que c'est pas comme ça que j'aborde le problème d'habitude, mais j'ai essayé de faire l'exercice. Bon, alors donc ça va passer par exemple de l'achat de crédit carbone. Et normalement, on va passer par une problématique de coût. Et le coût, normalement, devrait être, évidemment, ce n'est pas la valeur du crédit carbone spot sur le marché européen ou sur le marché, sur un marché volontaire. Normalement, si on dit qu'acheter un crédit carbone, c'est compenser une émission de tonnes de CO2, normalement, le prix devrait être le coût marginal des dommages. Bon, faudrait, à condition qu'on puisse le calculer, bien évidemment, ce qui encore est une autre paire de manches. Alors, le problème, c'est qu'en admettant qu'on puisse le calculer, il y a des effets de seuil, c'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil qui font que, si vous voulez, pour résumer, aujourd'hui, émettre du CO2 dans un monde à plus de 420 parties par million, qui sont la concentration du CO2, ça n'a pas du tout le même impact que dans le monde d'hier, où on pouvait éventuellement émettre du CO2 comment dire, quand on était à 300 parties par million. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un coût croissant des dommages qui devrait être reflété dans le prix des réparations. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui fait qu'une émission aujourd'hui, d'une certaine manière, n'a pas la même valeur en termes de coût approximé par le coût des dommages, quand on est tout à fait proche de limites planétaires et de points de bascule.
d'effet de seuil, de point de bascule, d'irréversibilité du changement climatique. Enfin, l'irréversibilité, c'est le cas. C'est plutôt l'effet d'emballement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire dans lesquels le climat deviendrait totalement incontrôlable. Il est déjà incontrôlable, mais disons, il y aura une sorte d'emballement du changement climatique. Emballement qu'on est peut-être en train de vivre. Hein. Ça, c'est un débat entre les climatologues. On ne sait pas si on a déjà dépassé certains tipping points, etc. Et quand on voit effectivement les climats qu'on a en ce moment depuis 2 ou 3 ans, la question se pose réellement. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez donc les coûts des dommages marginaux qui ne sont pas les mêmes, qui sont croissants avec effectivement le fait que le stock de CO2 s'accumule. Donc, quand vous raisonnez sur un flux, non, le flux il dépend du stock que vous avez avant. C'est pas la même chose. Alors, ce principe donc ne tient pas compte du stock de CO2 accumulé. Ça résonne sur un principe, sur une logique intertemporelle qui voudrait que plus 1 moins 1 égale 0. Alors, on a vu que du point de vue durabilité forte, ça ne marche pas. Et alors, du point de vue prix, ça ne marche pas non plus parce que les prix n'expriment pas, quels que soient les prix, n'expriment pas effectivement de toute façon le coût des dommages. Et encore une fois, le prix de la réparation n'est pas exprimé par le marché du carbone. D'abord, sur les marchés, les prix dépendent de l'offre et de la demande, ils sont fluctuants, ils dépendent des régulations, etc., etc. Alors, juste pour vous, alors c'est vrai que sur le marché européen, je regardais ce matin, on est à 85 euros le prix du quota sur le marché ETS. Bon, mais sur le marché volontaire, par exemple, de la compensation carbone, le prix varie entre 1 et 10 dollars. Il est plutôt autour de 1, 2 dollars aujourd'hui que, voilà. Donc, on est devant des choses qui n'ont rien à voir avec, évidemment, un coût des dommages. Alors, je vais passer maintenant très rapidement pour pas vous embêter trop, mais bon, ces questions d'additionnalité, j'en ai pas beaucoup parlé. Simplement, elles existent. C'est un problème qui se pose pour effectivement l'ensemble des programmes, qui se pose. Là, vous avez ici, par exemple, il y avait un bon papier, notamment de collègues, de plusieurs collègues, dont l'un, Mathieu Glachan, de l'École des Mines, qui avait fait une analyse économétrique extrêmement sophistiquée des programmes d'éoliennes en Inde, montrant que sur toute une série d'éoliennes qu'ils ont analysées, plus de la moitié des éoliennes, effectivement, qui ont généré des crédits carbone, donc dans le cadre du fameux MDP, mécanisme de développement propre, hein, l'ancien mécanisme de conformité, avait généré, effectivement, c'était des effets d'aubaine, très clairement. Ils ont vendu des crédits carbone, mais même sans ces crédits carbone, ces éoliennes auraient été construites. On a eu plein d'exemples comme ça sur les éoliennes chinoises, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et alors, sur les questions de forêt, carbone du vivant, notamment sur les projets de déforestation évitée, je vous renvoie, vous en avez sans doute entendu parler, aux différents papiers qui sont sortis dans le Guardian, etc. Sachant que les papiers du Guardian et autres sont, et dans beaucoup d'autres, hein, il y a pas que le Guardian étant le plus connu, mais il y a eu beaucoup, effectivement, d'articles qui sont sortis. Voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe dans ces projets? Sur l'additionnalité, voilà en gros ce que les gens font, c'est-à-dire ils disent voilà, on a une déforestation, on a des émissions liées à la déforestation qui sont liées, voilà, ça fluctue, on fait une moyenne, donc on fait cette moyenne, c'est effectivement c'est la ligne droite rouge que vous avez avant le A à gauche, et on fait un scénario de déforestation, on dit bien parce qu'il va y avoir une augmentation de la population, une augmentation des besoins en terre, etc. La déforestation va augmenter, les émissions avec. Et même si on est, donc c'est AB, hein, le scénario, c'est le segment AB. Et si la réalisation c'est AC, c'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez qu'il y a une augmentation réelle de la déforestation des émissions, mais inférieure à la prévision, vous pouvez émettre des crédits carbone, vous êtes censé avoir une réduction de la déforestation. Réduction relative, bien sûr, évidemment. Alors ça pose quelques problèmes. D'ailleurs, à la COP26, ça a été exclu de l'article 6, c'est-à-dire de ce système de marché. Ça a provoqué beaucoup de débats, mais disons que voilà. Ce qui est autorisé, par contre, dans l'article 6, ça va être ça. Ça va être effectivement de dire, voilà, s'il y a une baisse de la déforestation par rapport au passé, ce qu'on appelle la référence historique, là, ça peut marcher. Alors effectivement, on peut se dire c'est bien. Ça va éviter les pires problèmes, effectivement, de scénarios complètement inflatés, etc., que personne ne peut vérifier. Là, au moins, si on a moins de déforestation que par le passé, c'est clair. Donc là, il va y avoir une intégrité environnementale et c'est mieux. Oui, mais quand on prend justement les papiers qui ont servi à l'article les articles qui ont servi au papier de Science, du Guardian. Il y a notamment un très bon papier ça c'est celui de PNAS, je crois, qui regarde des projets, ça s'appelle des projets REDD+, hein, c'est des projets de déforestation évitée, on va protéger des forêts pour éviter la déforestation, et tous ces projets avaient pris des références historiques, c'est-à-dire qu'ils étaient
Ils étaient sous cet angle, voilà, voilà. Ils étaient effectivement, c'était des projets comme ça. Donc cela, normalement, c'est ce que les Nations Unies ont dit, ça, ok, on prend parce que c'est à peu près correct. Sauf que les collègues ont regardé, ils ont fait une évaluation assez classique d'impact environnemental. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On essaie de trouver des zones similaires. Alors d'abord, ils ont construit un contrôle synthétique, hein, avec, bon, c'est une construction un peu théorique. Et puis ils ont pris des placebos, c'est-à-dire des zones similaires en termes de surface, en termes de population, en termes de, etc., etc., sans projet RED+. Et ils ont regardé ce qui s'était passé dans ces zones sans projet, qui sont censées refléter des jumeaux, quoi, d'une certaine manière. Et ils sont aperçus que, oui, les projets dont on parle, qui ont émis beaucoup de crédits carbone, effectivement, ces projets RED, ont effectivement baissé la déforestation. Sauf que le problème, c'est que la déforestation avait baissé dans les mêmes proportions sans les projets. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des politiques publiques brésiliennes à l'époque du premier mandat de Lula, des phénomènes économiques, etc., avec des baisses des prix aux producteurs, etc. Voilà. Donc, en gros, ils expliquent que, bon, finalement, statistiquement, c'est pas significatif. Donc, au fond, ils disent que ces projets ne sont pas additionnels et ces crédits carbone ne valent pas grand-chose. C'est pour ça que le Guardian a fait ça. Donc, vous voyez que même un système comme ça, qui aujourd'hui qui va être la base de l'article 6, si vous voulez, donc avec des transferts d'émissions internationales, où les forêts vont jouer sans doute un rôle assez important, les fameux ITMOs, bon, on va avoir quand même un petit problème. Voilà, alors bon, après la compensation, bon, mais ça c'est pas le centre, hein, mais vous savez que le problème, c'est que c'est pas neutre pour les comportements individuels, hein. Moi, je pense que l'un des problèmes de la compensation, c'est que, outre le fait que ça ne compense pas, donc il n'y a pas d'intégrité environnementale, donc il y a pas de, on n'est pas dans le système pollueur-payeur parce qu'il n'y a pas vraiment de réparation, c'est qu'en plus, effectivement, ça permet aux gens de dire, par exemple, je prends l'avion pour aller passer mes vacances en Thaïlande, c'est pas grave, ma compagnie me garantit que mes émissions sont effacées parce que j'ai planté des arbres au Pérou ou un truc comme ça. Voilà, bon, évidemment, c'est voilà. Donc d'où les comparaisons bien connues avec les fameuses indulgences plénières du Moyen Âge de l'Église catholique, où vous pouviez effacer vos péchés climatiques en payant. Donc c'était clair. Alors après, il y a des points positifs, hein. Les points positifs, c'est que les projets, une fois qu'on a dit ça, les projets de compensation ne sont pas des mauvais projets souvent. Ils apportent des choses. Bon, c'est un peu le bordel parce que c'est repassé. Excusez-moi, c'est le Mac qui fait ça. Donc, la compensation, ça finance quand même, ça fait de la finance qui peut être intéressante pour des projets qui sont intéressants. Il peut y avoir des partages des revenus avec les communautés, ça peut générer de l'emploi, de l'activité économique, et puis des fois, ça protège vraiment. Bon, tout n'est pas, effectivement, ça protège vraiment des écosystèmes qui sont menacés. Alors, en plus, même si c'est pas permanent, le stockage, donc même s'il y a ce problème de stockage non permanent, avoir un buffer, c'est-à-dire avoir une sorte de stockage temporaire, ça peut être un élément qui permet d'acheter du temps, hein. Ça, c'est un vieux classique, disons, de la compensation carbone. C'est dire, OK, d'accord, ça va pas durer, mais ça permet d'acheter du temps en attendant que, disons, qu'on ait des solutions technologiques qui permettront effectivement de faire les transitions, de réduire les émissions, d'avoir la fusion nucléaire, la fusion nucléaire, par exemple, pour pouvoir décarboner à mort. Bon, le débat est ouvert, hein, parce qu'après, il y a effectivement de savoir si on achète du temps ou est-ce qu'on crée de l'irréversibilité en restant dans une économie carbonée dont on aura beaucoup de mal à sortir plus tard. Ça, c'est un débat entre économistes. Alors, le problème, c'est que ça s'appelle compensation. Et bon, on est nombreux à penser qu'il faudrait appeler ça contribution et, disons, contribution à un effort collectif d'atténuation, et qu'il faudrait effectivement sortir de l'ambiguïté, parce qu'il y a toute une série d'effets pervers, notamment pour les consommateurs dont j'ai parlé. Tu me donnes encore 3 minutes. Bon, je vais pas parler je vais sauter ça, c'est pas tellement important. C'est qu'il y a toute une série de choses qui se mettent en place autour de cet article 6.2, autour des forêts, mais je vais en parler. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un deuxième mécanisme, qui est plus appliqué, enfin, qui est tout aussi appliqué, mais qui est un peu différent, qui est autour de la fiscalité. L'origine, un petit peu de ça, c'est des réflexions pour dire, bon, vous savez que la déforestation dans le monde, c'est à peu près entre 11 et 15% des émissions annuelles anthropiques de CO2, hein. Bon, donc ça dépend des années. Donc c'est assez important, mais c'est pas majoritaire, mais c'est quand même assez important. Et que la déforestation, les émissions liées à la déforestation, c'est lié essentiellement, à plus de 90%, c'est lié à l'agriculture. Bon, donc c'est l'agriculture. J'inclus l'élevage dans l'agriculture, hein, l'agriculture au sens large, etc., etc. La foresterie a un petit rôle, mais il est assez minoritaire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, effectivement, parce que bon.
Alors, ce qu'on a pensé, et ça vient notamment enfin là, ce que je vais vous présenter, ça vient notamment d'une demande d'un dialogue entre la Banque mondiale et une série de pays africains sur une question de tarification du carbone. Comment est-ce qu'on tarifie le carbone? Comment est-ce qu'on fait pour tarifier le carbone dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou dans un pays comme le Ghana? Et là-dessus, j'ai travaillé donc là-dessus et on a fait la proposition suivante en disant bon, c'est très compliqué de taxer dans le système agricole et forestier, c'est très compliqué de mettre des taxes carbone. C'est très compliqué également de mettre un marché de droit. Par contre, ce qui peut être possible, effectivement, c'est de taxer les pratiques qui conduisent à la déforestation. Alors, Côte d'Ivoire, là c'est le cas qui est présenté ici, et le Ghana aussi, c'est simple, la déforestation, en majorité, c'est lié à l'expansion du cacao, donc de votre chocolat, etc., avec la conversion des forêts naturelles. Donc, ce que nous avons proposé, c'est de dire, bah, mettons en place un système de type bonus-malus qui consiste effectivement, qui est très simple, hein, qui consiste à taxer plus les produits qui n'auraient pas de certification et de traçabilité, bon, parce qu'il y a des certifications qui existent, dont qui sont relativement robustes, elles peuvent être publiques ou privées, on peut certifier quand une production est zéro déforestation. Et à ce moment-là, si c'est certifié zéro déforestation, on va proposer un bonus. Un bonus, c'est-à-dire en fait une baisse de la taxe, d'une taxe importante, c'est la taxe d'exportation qui est de l'ordre de 15% dans ce pays. Et on va, de ce point de vue, financer cette subvention par une augmentation progressive annoncée de la taxe sur les produits qui sont non certifiés, non tracés. Ce qui fait que, alors, tout récemment, on est en train de le faire, bon, ça intéresse finalement, pour être honnête, cette question du zéro déforestation, quand on a rendu nos rapports au gouvernement du Ghana et de la Côte d'Ivoire, on nous a écouté avec attention, mais une attention polie. Et puis, ils nous ont dit, mais enfin, quand même, notre problème maintenant, c'est le prix payé aux producteurs et à la pauvreté. Bon, très bien, vous avez raison, on est d'accord. Alors, on a rajouté maintenant un prix cible en disant, voilà, non seulement il faudra que le produit soit certifié zéro déforestation, mais il faudra en plus que l'acheteur de cacao montre qu'il a payer le prix au producteur, au planteur, à un prix minimum qu'on fixe, qui sera fixé par une commission, mais qui sera au-delà de voilà. Comme ça, on est sûr en plus que ça va au producteur. Voilà. Et donc en gros, le système est alors le système, si vous voulez, vous le voyez, enfin ça a été un peu décalé par la ligne bleue en haut. Hein, c'est l'augmentation du taux de taxe. Hein. Vous voyez, on le fixe. C'est un fixé. On le fixe, on augmente de 1% par an sur 6 ans. Et ce qui permet, alors il y a une série d'hypothèses derrière. Les hypothèses derrière, c'est de savoir combien d'année en année de volume de cacao certifié vont être de non certifiés, vont passer à certifiés. C'est comme pour les voitures en Europe, on a connu ça, c'est-à-dire que si les gens achètent trop vite des voitures électriques, il faut leur servir un bonus, qu'on s'est engagé à le faire. Mais si les gens n'achètent plus de Jaguar ou de gros 4x4, on n'a pas assez de bonus et le système est déséquilibré. Or, évidemment, en pays en développement, si vous allez voir le ministère des Finances pour lui dire bah, on n'est pas sûr, vous risquez de perdre de l'argent, en général, vous dit la portée là, voilà. Donc, on leur a dit voilà, on vous fait une garantie de neutralité fiscale, c'est-à-dire que notre système sera paramétré de telle manière que, quoi qu'il arrive, vous ne perdrez pas d'argent. Et s'il y a un risque de perte parce qu'il y a un mauvais calcul, c'est-à-dire qu'en fait, le mauvais calcul, c'est que l'instrument marche trop bien. Qu'est-ce que je veux dire? L'instrument marche trop bien, ça veut dire que d'une année sur l'autre, il peut y avoir plus de gens certifiés que prévu. Et à ce moment-là, il faut leur payer le bonus qu'on leur a promis. Mais il n'y a pas assez de malus. Alors, dans ce cas-là, on a dit à la Banque mondiale, et il faudrait le dire à l'Union européenne, dans ce cas-là, vous mettez en place une facilité budgétaire pour dire à un État, si jamais vous avez effectivement la prévision, si ça marche trop bien, si la prévision n'était pas très bonne, en gros, vous aurez effectivement, de ce point de vue, il y aura une facilité. On vous compense les pertes financières de cette année sur le budget. Voilà, pour rassurer les gens. Alors, je vais terminer là-dessus. Hein. Si vous voulez, c'est une combinaison. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? On peut interpréter ça comme une combinaison entre un principe qui est inspiré par le principe pollueur-payeur, même si c'est vraiment inspiré, puisqu'il ne s'agit pas du coût de la réparation. Le fait de payer une taxe supplémentaire, c'est pas, évidemment, ça ne va pas réparer quoi que ce soit. Simplement, c'est inspiré par le principe en disant il y a quelque chose, il y a un paiement avec un malus qui est croissant avec le temps pour les non certifiés. Et c'est une incitation, effectivement, avec le bonus, à changer de comportement. Les deux mises ensemble, bien sûr, on a plutôt un instrument incitatif qui a pour but effectivement de changer les comportements et de travailler au fait comment dire. Alors il y a deux hypothèses. Alors je vous ai dit ça. Bon, je vais passer rapidement puisque je pense que vous avez compris. On pourra revenir dans la discussion si ça vous intéresse.
c'est que c'est un système, il y a une dimension dynamique qui nécessite quand même que chaque année, on regarde combien de gens sont passés globalement de non conforme à conforme. Et voilà. Et donc, ça permet d'ajuster effectivement, notamment le taux de bonus qu'on va servir, parce que le taux de malus étant fixé. Donc, ça demande quand même un certain type d'expertise annuelle, de surveiller ça. Et voilà. Bon, j'ai fait quelques simulations, mais c'est pas tellement important. Ceux que ça intéresse, on pourra en discuter. Voilà.